Tu parles en français? Du coup, Amandine, tu as fait une thèse avant? Ouais. Et du coup, tu présentes ta thèse, c'est ça? C'est ça. Je vais vous présenter mes travaux de thèse que j'ai effectués entre le CEA CESTA, donc entre Bordeaux et Arcachon, enfin, situé entre Bordeaux et Arcachon, et l'ENSTA à Paris. Et ça concerne la diffraction électromagnétique par une couche mince de nanoparticules réparties aléatoirement. Donc, je commence par vous exposer les motivations et les objectifs. Donc, on considère un problème de diffraction en régime harmonique. Donc, il y a un radar qui envoie une onde. Cette onde, elle peut intersecter un objet. Et on va chercher à caractériser on cherche à avoir la furtivité électromagnétique de l'objet. Donc, elle est caractérisée par la surface équivalente radar, donc SER. Et c'est l'énergie, finalement, qui est renvoyée dans la direction du radar. Et ensuite, on peut rendre un objet, finalement, furtif. L'objectif, quand on rend un objet furtif, c'est de diminuer significativement sa SER. Donc, nous, on va s'intéresser à un objet qui est constitué d'un conducteur parfait, qui est recouvert de couches de matériaux. Et en fait, les couches de matériaux, ils sont là pour réduire la SER de l'objet. Et sur cet objet, il peut y avoir des particules qui sont conductrices, et on cherche finalement à quantifier l'impact de cette couche sur le champ diffracté. Donc, on a deux difficultés. La première, c'est qu'on a des échelles de taille très différentes. Donc, on a un objet de l'ordre du mètre, des couches de matériaux de l'ordre du millimètre, une onde incidente de l'ordre du centimètre et des nanoparticules. Donc, si on veut résoudre numériquement les équations de Maxwell, ça va être très coûteux, voire impossible, parce qu'il va falloir mailler très finement. Et la deuxième, c'est qu'on ne connaît a priori pas la position des particules. De l'ordre du centimètre pour l'onde incidente, c'est la longueur d'onde, c'est ça? Oui, la longueur d'onde. Et donc, par la suite, on va chercher à remplacer la couche de particules par une condition limite équivalente. Et les coefficients qui vont apparaître, eux, dépendront de la loi de distribution des particules. Donc, on aura un problème beaucoup moins coûteux à résoudre. Voilà, c'est l'objectif. Donc, dans un premier temps, on a des simplifications à faire. Donc, on va négliger les courbures de l'objet. Donc, on va se placer dans l'approximation du plan tangent. On va remplacer l'empilement de matériaux par une condition d'impédance dite de Leontovitch standard, donc à la surface de l'objet. Et comme on ne connaît a priori pas la distribution des particules, on va supposer que c'est une répartition d'une certaine loi de Proba d'un ensemble de particules qui sont toutes pareilles et qui sont de taille typiquement epsilon, qui est très petit devant la longueur d'onde. On va supposer que nos particules, elles ne se touchent pas, donc pardon, elles ont une distance entre elles de l'ordre de epsilon, et on va l'appeler epsilon caché. Pardon, Amélie? On se place dans le demi-plan privé des particules et on cherche à résoudre les équations de Maxwell, donc avec la condition d'impédance sur la surface de l'objet. On a des particules qui sont conductrices, donc on considère des conditions de ce type au bord des particules. On a une onde incidente et on va supposer que notre champ diffracté, il est sortant. Et on a que nos solutions, elles sont paramétrées par la taille des particules et par la distribution des particules. Qu'est-ce qui existe dans la littérature? Donc, on a deux méthodes pour construire des conditions effectives. On a des techniques d'optimisation sous contrainte, où on a une condition limite qui fait intervenir des opérateurs différentiels, et on va venir optimiser les coefficients qui apparaissent dans cette condition. Ce qui est délicat avec cette méthode, c'est que les coefficients, ils dépendent de l'incidence. Et la deuxième famille, c'est des techniques asymptotiques. Donc, on a beaucoup de travaux pour des problèmes de diffraction par des couches minces homogènes et beaucoup de travaux aussi pour des problèmes de diffraction par des couches minces périodiques où on a des particules qui sont réparties périodiquement le long de l'interface. Nous, nos travaux, ils se situent dans des techniques, enfin, on utilise des techniques asymptotiques et en particulier des développements asymptotiques. Donc, on a deux sortes de développements asymptotiques. On a des développements raccordés où on propose un développement externe qui va permettre de prendre en compte les variations lentes du champ et un développement interne où là, ce développement il va permettre de prendre en compte les variations rapides du champ proche de la couche. Et ces deux développements, ils vivent tous les deux dans une zone intermédiaire qui va en fait permettre de raccorder le comportement proche des champs lointains et le comportement lointain des champs proches. Et les deuxièmes développements, c'est les développements multi-échelles composés, où là, on propose un développement qui dépend de termes qui dépendent soit des variables rapides, soit des variables lentes, et on va venir superposer ces termes à l'aide d'une fonction de troncature. Ouais.
le développement externe et interne. Ouais. Ça veut dire quoi, externe et interne? Genre, c'est par rapport à tes paramètres, tu développes. Qu'est-ce que tu développes? Là, on va développer en fonction de X, enfin les variables macroscopiques, Ok, ouais. et là plutôt microscopiques, D'accord. ce qui se passe vraiment à l'échelle des particules. Voilà, l'avantage, le désavantage de celle-là, c'est que ça dépend d'une fonction troncature, alors que là, les termes ils sont donnés intrinsèques. Et le désavantage de cette méthode, c'est que les champs proches, ils n'ont pas un comportement variationnel. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est un développement qui va ressembler au développement raccordé. Sauf que notre développement, il va faire intervenir un paramètre sur lequel on va pouvoir jouer. Et le désavantage de la méthode qu'on propose, c'est que nos termes de champs proches, ils ne seront pas forcément continus. Ils pourront avoir des sauts, on verra plus tard leur forme. Concernant l'aléatoire, il existe beaucoup de travaux sur l'homogénéisation de volume pour des milieux aléatoires, où les particules elles sont réparties dans un domaine qui est où toutes les dimensions sont de l'ordre de la longueur d'onde, alors que nous, on a une fine couche. Et les travaux qui ressemblent le plus, c'est ceux c'est l'étude des surfaces rugueuses, où on a une surface aléatoire avec des longueurs typiquement de l'ordre de epsilon, sauf que nous, on a une droite plane, on a un plan, et on a des particules aléatoires. Donc c'est ce qui fait que les résultats obtenus sont complètement originaux pour les problèmes de diffraction. Donc pour l'exposer, je vais vous exposer le cas scalaire dans un premier temps, donc en présentant le modèle et en regardant comment on construit un modèle effectif. Et on regardera des simulations numériques. Et ensuite, on passera rapidement sur le cas Maxwell pour une couche périodique. Donc l'étude du cas scalaire, donc le modèle. Donc, je vous donne les hypothèses sur la distribution aléatoire. Donc pour des particules de taille 1, donc on prend un point Y de RD, on va avoir Y parallèle, par la suite ce sera Y1 quand on est dans R2 et Y1, Y2 pour quand on est dans R3. On prend un processus ponctuel qui correspond au centre des particules. Nos particules, elles vont être... l'ensemble des particules, on va l'appeler P oméga, donc c'est l'ensemble des particules de rayon 1 et qui sont centrées en Y oméga M. Ces particules, elles sont réparties dans une bande de taille HL. Elles sont distantes les unes des autres d'au moins une distance delta et aussi de sigma 0. Et on va supposer que la distribution, elle est stationnaire et ergodique. Donc stationnaire, c'est que la loi de distribution, elle est la même en tout point de la bande. Si maintenant on regarde les définitions un peu plus rigoureuses, un peu plus explicites, on prend oméga, qui est l'ensemble des processus ponctuels dans la bande. On introduit un opérateur de translation, donc il prend un processus ponctuel et il le translate de X. Et comme on a une distribution qui est stationnaire, donc l'opérateur de translation, il va préserver la mesure. Donc en fait, la mesure P, et P, il correspond à la loi de distribution des particules dans la bande. Donc muni de cet opérateur, on peut donner une définition plus précise de ce qu'est la stationnarité. Donc un processus, il est dit stationnaire si quand on l'évalue au point X plus Y pour une distribution de particules oméga, c'est la même chose que si on l'évalue au point X avec la même distribution, mais translatée de Y. Donc par la suite, la notion de stationnarité va être importante et elle va se substituer finalement à la périodicité. Et on va supposer que l'opérateur de translation, il est ergodique. Donc je ne donne pas la définition précise parce qu'elle est vraiment abstraite. Mais une conséquence de l'ergodicité, c'est le théorème de Birkhoff qui nous dit que si on prend un processus stationnaire, prendre l'espérance, c'est la même chose que prendre la moyenne spatiale sur une bande de plus en plus grande. Intuitivement, on peut comprendre ça comme sur un domaine grand, finalement, on récupère toutes les statistiques du processus. Après, le modèle, du coup, en 2D, en scalaire, on considère l'équation de Helmholtz, donc avec un terme source, et ce terme source, il a un support qui est loin, qui est compris, qui est en dehors de la couche. On a une condition de Robin sur sigma 0, on a soit une condition de Dirichlet sur les particules, soit une condition de Neumann. Et en 2D, ça correspond à des polarisations différentes de l'onde incidente. Et pour que le problème soit bien posé, il faut compléter le problème par une condition d'onde sortante.
et on a une expression, on a une représentation intégrale pour cette condition. On peut finalement montrer que le problème il est bien posé, et on a une constante de stabilité qui est indépendante de epsilon, donc de la taille des particules et de la réalisation. Donc on va pouvoir utiliser des techniques d'homogénéisation. Passons à la méthode. Donc, on considère un développement asymptotique donc, qui va dépendre d'un paramètre h. On suppose que proche de la couche, la solution elle se développe en puissance de epsilon et en fonction des termes de champ proches. Ces termes de champ proches ils dépendent de la variable macroscopique x parallèle et des variables microscopiques qui permettent de prendre en compte que la solution elle varie rapidement proche des particules. Et loin de la couche, on suppose que la solution elle se développe en puissance de epsilon en fonction des termes de champ proches, mais elle fait aussi intervenir les termes de champ lointain qui, eux, dépendent que de l'échelle macroscopique. Et ils vivent qu'au-dessus des particules. Alors ça, c'est une hypothèse? Ça, c'est le développement concernant NANDSAT. On suppose ça, après, il faut le prouver. On prend une solution qui se développe de cette façon-là. Une fois qu'on a postulé du coup le développement, dans le cas périodique, il va falloir en poser, comme on a des particules qui sont réparties périodiquement, on va supposer que nos termes de champ proche, donc les termes en bleu, ils sont P périodiques par rapport à Y parallèle. Et la deuxième, ce qu'on impose après, c'est que loin de la couche, la solution elle est censée être bien représentée par les termes de champ lointain qui sont en rouge. On va supposer que nos termes de champ proche en bleu, eux, ils disparaissent à l'infini. Voilà pour le périodique. En aléatoire, c'est le même développement, sauf que tout dépend de la réalisation. Il n'y a plus de raison de supposer de la périodicité. Donc, comme on a une répartition qui est stationnaire, on va supposer que nos termes de champ proche sont stationnaires. Et on a toujours qu'ils disparaissent à l'infini. Ça ne change pas. Donc la démarche maintenant, c'est on a supposé qu'on avait ce développement. On va insérer ce développement dans les équations vérifiées par la solution. Et on va identifier formellement les puissances de epsilon. Et une fois qu'on a ça, on a des problèmes pour les termes de champ lointain. Donc, ils vont vérifier l'équation de Helmholtz, la condition bande sortante, mais on n'a pas de condition sur le bord sigma h qui nous permettait de séparer nos développements. Pour les termes de champ proche, dans le cas périodique, on a qu'ils sont solutions d'un problème de type Laplace. Donc, comme on a de la périodicité, on peut se ramener dans une bande infinie. Et il faut intervenir donc, à l'endroit où on avait les deux développements, deux conditions de saut. Et ces conditions de saut, elles font intervenir les champs lointains. Pour l'aléatoire, on a la même chose, sauf qu'on peut plus se restreindre à une demi-bande périodique. Donc, on va être dans un demi-espace infini et on a toujours les conditions de saut. Là, tout dépend de la réalisation, contrairement au cas périodique. Là, on a vu le développement. On passe au problème de champ proche, donc pour le cas périodique, parce que c'est plus simple. Donc, on va regarder le comportement à l'infini. Au-dessus de la couche de particules, nos champs proches ils vérifient un problème de type Laplace dans une cellule périodique. Donc, quand le terme de champ proche, le terme source f, il est nul, on a une décomposition modale. Et à l'aide de cette décomposition modale, on va pouvoir restreindre par la suite nos calculs à la cellule qui est en dessous de la ligne verte, à l'aide d'un opérateur de Dirichlet-Tuneman. Donc finalement, c'est que la dérivée par rapport à Y2 de la formule de U. Dans le cas où on a le terme source, il est nul, c'est un peu plus délicat. Il faut avoir des hypothèses sur F, en particulier des hypothèses de décroissance à l'infini. On va pouvoir décomposer U à l'aide d'une partie homogène, qui est la solution du problème homogène, et une solution particulière. Une fois qu'on a ça, on a une expression qui va ressembler à celle de l'encadré bleu. Et on va pouvoir déterminer un opérateur de Dirichlet-Tuneman. Et dans les deux cas, on va obtenir que U converge exponentiellement vite vers une constante à l'infini. Et cette constante, c'est la moyenne sur sigma L sur une période. Donc là, on a déterminé le comportement à l'infini. On va regarder ce qu'on a dans le cas où on a le problème de type Laplace avec une condition de Dirichlet sur les particules. Donc on peut montrer que dans ce cas-là, le problème il est bien posé.
On peut alors étudier son comportement à l'infini à l'aide de la slide qu'on a vue précédemment. Donc, on a que la solution étant vers une constante. Cette constante, on a sa formule. Elle dépend des fonctions n qui vérifie un problème de type Laplace qui ressemble au premier, donc il est bien posé, et d'une constante. Et on veut une constante, enfin, on veut que nos termes de champ proches tendent vers 0 à l'infini. Donc, on va imposer que cette constante est nulle. Donc, on va obtenir une condition qui va lier f et g. Et cette condition, elle va nous permettre de déterminer des conditions pour les termes de champ lointain. Donc, c'est les conditions qu'on veut par la suite pour avoir un problème plus simple à résoudre. Donc, si on regarde ce qui se passe dans pour les premiers termes de champ proche, on a que pour m égale 0, donc on a les termes de source qui valent ces valeurs-là, et on obtient une condition pour le terme de champ lointain U0, et pour m égale 1, donc en appliquant la formule qui est dans l'encadré rouge, on obtient une condition pour U1. Et on peut itérer ça pour tous les termes de champ proche. Maintenant, si on passe au cas Neumann sur les particules, on a que ce problème, il n'est pas toujours bien posé. Mais en utilisant des arguments similaires à ce qui est fait pour des problèmes de Laplace avec des conditions de Neumann, on peut montrer qu'il existe une unique solution qui est définie à une constante près si on a une certaine condition de compatibilité. Donc, et finalement, donc là, on a existence d'une solution à une constante près, et en imposant la constante, là, on va prendre à moyenne nulle sur sigma L, on peut montrer qu'on a une unique solution et qu'en plus, cette solution tend bien vers 0 à l'infini. Donc, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on applique comme dans le cas Dirichlet. Donc, pour m égale 0, tous les termes sont nuls, donc la condition est toujours vérifiée. Pour m égale 1, on obtient une condition pour le terme de champ lointain U0. Et pour m égale 2, je n'ai pas mis les expressions des termes de source, parce que c'est plus compliqué, mais on obtient finalement une condition pour U1, avec les 3 coefficients. Et ces coefficients, ils sont calculés à l'aide des fonctions profil qui sont... on les verra plus tard, mais en fait, ces fonctions de profil, c'est des problèmes de type Laplace, comme ceux qu'on a vus dans l'encadré bleu de la slide précédente. Finalement, ce qu'on a vu, c'est que dans le cas Dirichlet et dans le cas Neumann, les conditions qui vont nous donner les conditions effectives, elles n'apparaissent pas au même endroit. C'est la grosse différence. Maintenant, on passe à l'aléatoire. On fait les mêmes étapes. Le comportement à l'infini, donc là, on peut plus se restreindre à une demi-bande périodique. On va avoir que U, il est stationnaire, et on va avoir une condition de Dirichlet sur le bord vert. Si le terme source, il est nul, donc si la donnée, elle est stationnaire et qu'elle admet un moment d'ordre 2, on peut montrer qu'il existe une unique solution qui est stationnaire et qui admet une représentation intégrale. Donc, comme on a une expression pour U, on peut, comme dans le cas périodique, déterminer un opérateur de Dirichlet tout Neumann. Et pour f égale non nul, on peut utiliser le même style de méthode si on suppose que f il est stationnaire et qu'il a assez de décroissance à l'infini. Alors, dans les deux cas, donc si on se rappelle ce qu'on avait dans le cas périodique, on avait que nos termes de champ proche tendaient vers une constante à l'infini. Et cette constante, c'était la moyenne sur une période. Ici, on va voir que nos termes de champ proche tendent vers l'escalance. Ce qui va nous permettre par la suite de borner le domaine dans la direction. Et c'est finalement la dérivée, enfin ce qu'on veut, c'est ça. En fait, c'est la dérivée par rapport à YD. Tu prends la dérivée et tu obtiens. C'est une condition transparente. On aurait pu utiliser des PML, mais c'est ce qui est beaucoup fait. Enfin, voilà. C'est une condition transparente. C'est ce qui permet de ne pas perdre d'infos. Dans le cas Dirichlet. Donc, on avait vu dans le cas périodique qu'on s'intéressait qu'au cas m égale 0 et m égale 1. Donc, on a le problème de type Laplace avec Dirichlet. Il n'est pas évident de proposer un cas de fonctionnel dans lequel ce problème il est bien posé. Donc, une idée, ça va être de régulariser le problème et d'utiliser l'opérateur de Dirichlet Neumann qu'on a vu à la slide précédente. Donc, on peut montrer que le problème régularisé il est bien posé et il a mis une trace sur sigma L. Donc, on va pouvoir caractériser le comportement à l'infini à l'aide de la slide précédente. Et pour prendre le régularisé, il faut quand même être sûr que quand on fait tendre t vers l'infini,
on récupère bien le problème précédent. Dans ce cas-là, on récupère bien la solution, elle converge bien, mais la trace de la limite, elle n'est pas dans le bon espace, donc on ne pourra pas étudier le comportement à l'infini. Donc par la suite, on va garder le problème régularisé. Parce qu'on est dans un demi-espace infini, et trouver un cadre fonctionnel, enfin le bon cadre fonctionnel pour montrer que le problème il est bien posé. C'est que ça pose problème, c'est à l'infini. Le fait que ce soit à l'infini, il faudrait aussi un espace qui prenne en compte que la distribution de tes particules. Enfin, on est vraiment infini dans tous les sens. Fixé, on dirait que sur une boule, c'est un domaine C1, donc c'est infini. Là, tes boules, elles sont pas fixées. Hein. Enfin, du coup, elles vérifient. C'est-à-dire, elles sont pas fixées. Elles sont aléatoires. Oui, mais pour un tirage, c'est dans l'infini. Oui, pour un tirage. Okay. Tu voudrais définir le... Il faudrait définir un espace qui prend en compte l'intégrale, enfin qui enlève tes boules, je sais pas comment dire, moins les oméga moins les boules, Ouais. et prendre en compte, il faudrait un espace qui soit bien défini avec la stationarité et l'ergodicité. Enfin, on n'est que passé par le régularisé, mais... Tu peux repasser à ma présentation? C'est juste pour activer le partage d'écran. Ah mince. Enfin, en général, c'est surtout qu'aussi on est faut borner dans la direction YD. Donc on continue avec le régularisé, mais on va commettre une erreur supplémentaire par la suite. On accepte, malgré tout. Donc pour m égale 0, on a une expression explicite pour le terme de champ proche. Pour U1, on a une expression qui fait intervenir une fonction de profil et qui est solution d'un problème de type Laplace aussi. Et quand on regarde quand on impose le comportement à l'infini, on obtient une condition pour U0 et une condition pour U1. Pour les termes de champ lointain, U0 et U1. Pour Dirichlet, on va regarder les problèmes 1 à 1, parce que c'est compliqué de les regarder dans le global. On obtient immédiatement une expression pour U0. Pour U1, on va utiliser la même approche que dans le cas Dirichlet. Donc, on régularise et on prend l'opérateur DTM. On montre que ce problème il est bien posé et qu'il a une trace stationnaire. Donc, on va pouvoir utiliser la style sur le comportement à l'infini. Et quand on fait tant de t vers l'infini, on va pouvoir prendre la limite quand une certaine condition est vérifiée. Cette condition, dans ce cas-là, c'est celle-ci. Mais la solution construite, elle ne va pas être stationnaire. Donc, pareil, on va garder le problème régularisé par la suite. Donc, on choisit d'imposer finalement la condition de bord pour U0. Et on a une expression explicite, semi-explicite pour U1 qui fait intervenir 3 fonctions de profil. Et ces fonctions de profil, c'est aussi des problèmes de type Laplace, donc qui sont bien posés et qui ont un comportement à l'infini. Pour U2, c'est plus compliqué parce qu'on a un terme source. Et on n'a aucune info. Comme on a vu pour étudier le comportement à l'infini, il faut que les termes sources soient stationnaires et qu'ils aient une décroissance à l'infini. Et là, on n'a aucune info, donc on va appliquer la méthode formellement, donc en prenant le régularisé et en mettant le DTM. Et finalement, on va pouvoir prendre t vers l'infini si cette condition elle est vérifiée, avec les coefficients qui sont exprimés à l'aide de moyennes sur les fonctions profil qu'on a vues précédemment. Et par la suite, on va pouvoir montrer que le terme source il est décroissant sous des hypothèses supplémentaires sur la loi de distribution. Et ces hypothèses, elles sont bien vérifiées dans le numérique qu'on verra par la suite avec la loi de Poisson. Donc finalement, les modèles effectifs. Donc à l'ordre 1, on a pour Dirichlet cette condition, qui est une condition de conducteur parfait.
Et pour Neumann, on a cette condition qui était la même que celle qu'on avait sur l'objet. Donc les deux modèles à l'ordre 1 ne permettent pas de prendre en compte les particules. Il va falloir aller à l'ordre supérieur et pour ça, il faut construire U1. Et on obtient les deux modèles effectifs. Donc on a des conditions de Robin sur sigma epsilon h. Et pour montrer que ces problèmes ils sont bien posés, donc dans le cas Dirichlet, il faut montrer que cette constante elle est positive, et dans le cas de Neumann, que les A de 2 soient positifs. Et finalement, on obtient des estimations d'erreur. Donc, dans le cas périodique, ce qui est important, c'est la convergence exponentielle des champs proches pour établir les estimations d'erreur. Donc, surtout pour montrer que pour justifier le développement asymptotique. Et ensuite, on peut obtenir des estimations d'erreur sur notre modèle effectif. Donc, on a une erreur en grand O de epsilon 2. Et une fois qu'on a construit le modèle effectif, on peut reconstruire nos termes de champs proches et obtenir l'estimation d'erreur en grand O de epsilon 2. Dans le cas aléatoire, on a des estimations d'erreur que dans le cas Dirichlet. Donc, une première qui dépend du coup du terme de régularisation, et en choisissant ce terme, on obtient une erreur sur le modèle. Moi, j'avais compris que ce qui était intéressant, c'est voir ce qui était en champ lointain. C'est ça, finalement. C'est ça qu'on cherche. Donc là, tu as une estimation d'erreur pour le champ proche. Le champ lointain ici. Ah, d'accord. Et après, on reconstruit. Dans le cas périodique, on peut reconstruire. Dans le cas aléatoire, ça va être compliqué de reconstruire les champs proches parce que ça bouge tout le temps. Mais c'est celle-là qui nous intéresse, et on verra par la suite que c'est même sur le coefficient de réflexion qu'on va chercher l'erreur. Donc, passons aux simulations numériques. Donc, on a utilisé la librairie Xtype++ qui est développée au sein de l'équipe Poems. Donc, c'est l'équivalent FreeFM++. Donc, par la suite, on se place en 2D et on a une onde plane incidente. Donc, si on regarde comment simuler les fonctions de profil, donc on a vu que c'était des problèmes de type Laplace dans des domaines infinis. Donc, il faut commencer par borner le domaine dans la direction Y2 avec des conditions périodiques. Et ensuite, il faut simuler les particules. Donc, on prend une bande de taille S et de hauteur HL, un taux de remplissage compris entre 0 et 1, un nombre moyen de particules, et on peut alors, à l'aide d'une distribution de Poisson, déterminer le nombre de particules à placer. Une fois qu'on a le nombre de particules une fois qu'on sait le nombre de particules qu'on doit placer, on utilise deux lois uniformes, et en vérifiant à chaque tirage que, il y a deux manières de faire. La première, c'est on tire tous les centres d'un coup et on leur donne une valeur entre 0 et 1, et on vérifie à chaque fois les distances minimales, si elles ne s'intersectent pas. Et la deuxième, c'est on les tire un à un, et à chaque fois, on vérifie qu'il n'intersecte personne. Donc, c'est la deuxième méthode que j'ai utilisée après, mais on peut utiliser les deux. Et pour finir, on tronque dans la direction Y2 à l'aide d'un opérateur de Dirichlet-Neumann. Donc, on a une série infinie, donc il va falloir borner cette série. Et il faut faire attention de prendre suffisamment de termes si on veut des résultats numériques cohérents. Ensuite, le calcul des coefficients. Une fois qu'on a les fonctions profil, on peut calculer les coefficients. Donc, on a que les coefficients, c'est des espérances des fonctions profil qui sont stationnaires. Donc, par stationnarité et l'ergodicité, finalement, c'est la moyenne. On peut prendre le coefficient sur un grand domaine. Donc, la première méthode, ça va être de prendre une boîte très grande pour une réalisation et de tracer et de prendre des tailles de boîte de plus en plus grandes et de tracer le coefficient. Et dans le deuxième cas, c'est d'utiliser une approximation de Monte-Carlo. Et si on compare les deux, on a que Monte-Carlo, on a une convergence des coefficients aux alentours de 1200, alors que pour la première méthode, on a une convergence aux alentours de 2000. Une taille de boîte 2000, donc on voit qu'on va pouvoir jouer à la fois sur la taille de boîte et sur le nombre de réalisations à considérer pour accélérer les convergences. Ensuite, des validations. Donc, on peut faire une validation qualitative en traçant la valeur des champs. Donc, pour la solution de référence, on trace la partie réelle du champ diffracté, donc en restreignant le domaine avec des conditions de K1 quasi-périodicité, un opérateur de Dirichlet-Neumann et une méthode élément fini. Et en parallèle, on construit la solution du modèle effectif au-dessus du coup de epsilon h. Et visuellement, on a une bonne approximation. Et ensuite, on peut faire une validation quantitative, donc en traçant l'erreur sur les coefficients de réflexion.
Donc, pour le modèle à l'ordre 2, on a une expression explicite et on récupère le coefficient de la solution de référence et on récupère bien. On récupère ici une erreur de l'ordre 2. Donc, ça correspond bien au cas périodique et pour l'aléatoire, c'est un peu mieux que ce qu'on a dans la théorie. Donc, c'est là qu'on a finalement ce qu'on a vu plus haut sur le coefficient de réflexion. Donc, maintenant, on va faire une étude rapide sur l'évolution du coefficient de réflexion. Pour une condition de Neumann sur les particules, donc si on se place en incidence normale avec un coefficient d'impédance égal à 1, si on n'a pas de particules, notre plan il est transparent. Donc, on a un coefficient de réflexion égal à 0. Et si on a des particules, notre coefficient de réflexion il se restreint à ça, qui ne dépend que de A02. Et l'objectif, ça va être de mettre en évidence le passage d'une structure qui est transparente à une structure conductrice. Donc un coefficient de réflexion égal à 0 et un coefficient de réflexion égal à 1. Donc comme A02, il dépend de la surface située en dessous epsilon h, on peut regarder l'impact sur la distance entre les particules. Donc on trace l'évolution du coefficient de réflexion en fonction de la distance entre les particules et on obtient bien la transition souhaitée. On peut regarder l'impact de la fréquence, donc en traçant l'évolution du coefficient de réflexion en fonction de la longueur d'onde pour différentes distances entre les particules. Et on voit que plus les particules se rapprochent et plus la longueur d'onde diminue, plus on récupère le comportement souhaité. On peut regarder l'impact de la forme, donc en comparant une particule circulaire et une particule rectangulaire. Et on voit que pour une particule rectangulaire, plus les particules se rapprochent, plus on obtient finalement un plan conducteur. Et pour la particule circulaire, le cercle, on a une augmentation du coefficient de réflexion, mais il n'est pas encore à 1. Donc pour ça, on va regarder ce qui se passe quand on les empile et selon comment on les empile. Donc si on les empile les uns sur les autres ou en quinconce, et si on regarde deux cas similaires, donc si on prend 5 couches empilées et 6 couches en quinconce, donc c'est la même hauteur de couche, on voit que pour un quinconce, on a une meilleure évolution, mais dans les deux cas, on récupère bien ce qu'on veut. Donc, on regarde le cas périodique et le cas aléatoire en même temps pour des taux de remplissage équivalents, des tailles de boîtes, enfin des tailles de couches équivalentes. Donc, on prend 4 couches en quinconce et delta égale 0,5. Pour le cas aléatoire, on prend HL égale 10 et on trace l'évolution du coefficient de réflexion en fonction de la longueur d'onde. Et on a les mêmes courbes, donc tout va bien. Et pour le cas aléatoire, donc on trace l'évolution du coefficient de réflexion en fonction de la taille de la couche. On a bien une augmentation du coefficient de réflexion, mais pour avoir la transition entre un coefficient égal à 0 et un coefficient égal à 1, il va falloir avoir des très grosses couches, ce qui n'est pas du tout la physique. On est censé avoir des petites couches, donc on va voir ce qui se passe quand on enlève la condition de distance minimale. Là, finalement, on peut avoir des amas qui apparaissent, et là, je vous ai mis un exemple d'amas. Et on trace l'évolution du coefficient de réflexion en fonction du taux de remplissage pour la solution de référence, pour voir si on a bien fait de retirer les distances minimales entre les particules et on obtient bien la transition entre un coefficient égal à 0 et un coefficient égal à 1. Par contre, là, c'était pour la solution de référence. Si on veut appliquer le modèle effectif qu'on a mis en place, il va falloir faire attention que la taille des amas reste très petite devant la longueur d'onde. Donc, il va falloir bloquer finalement la grosseur des amas. Donc là, je vous ai fait le cas 2D, enfin scalaire, pas 2D. On passe rapidement sur le cas Maxwell. Donc, pour rappel, on considère les équations de Maxwell, une condition d'impédance sur sigma 0 qui lie E et H. On a les conditions de conducteur parfait et la condition d'onde sortante. Pour le développement asymptotique, on a quelque chose qui ressemble beaucoup au cas scalaire. Donc, on propose un développement asymptotique qui dépend du paramètre H. On suppose que proche de la couche, notre solution se développe en fonction des termes de champ proches.
Donc là, on aura 2 variables macro et 3 variables microscopiques. Les termes loin de la couche, on a une solution qui se développe en fonction des termes de champ proche et les termes de champ lointain. Et les termes de champ lointain, là, il y a 3 variables macroscopiques. Et pour les hypothèses, on n'a que de la périodicité pour les termes de champ proche, donc cette fois-ci dans 2 directions. Et on n'a que nos termes de champ proche tendent vers 0 à l'infini. On obtient ensuite les cascades d'équations. Donc pour les termes de champ lointain, donc là, je l'ai écrit que en fonction du champ électrique. Donc on a ρ E moins K2 égale 0, on a divergence égale 0, on a la condition d'onde sortante, et il manque toujours les conditions qu'il faut déterminer par la suite. Pour les termes de champ proche, on a un problème en Rod-Deal, des conditions qui ressemblent fortement à celles de conducteurs parfaits sur les particules. Et on a des conditions de saut qui lient les termes de champ proche aux termes de champ lointain. Et ce qui est important, c'est qu'ici, on a une condition qui lie les termes de champ proche électrique et les termes de champ proche magnétique. Donc, montrer que ces termes de champ proche sont bien posés, c'est plus délicat que dans le cas scalaire. Donc, à un relèvement près, on peut se ramener à ce problème-là, où il n'y a plus de saut. Et dans un cadre variationnel classique, W, où en fait on prend les fonctions qui sont à rotationnelle L2, à divergence L2, qui ont un comportement au plus constant à l'infini et qui sont périodiques. Donc, dans cet espace, ce problème n'est pas toujours bien posé. On a un opérateur qui est associé à un noyau de dimension finie. Ce noyau, il fait intervenir n plus 4 gradients de fonction, où n, c'est le nombre de particules. Ces fonctions, on va les appeler fonctions profil. Donc, on a les fonctions RJ qui sont à la place un nul, qui vérifient bien, qui sont bien à gradient, leur gradient est bien à divergence nulle. Ils sont constants sur les particules et sur sigma 0. Donc, on va avoir que RJ égale 1 sur une particule et 0 sur sigma 0 et sur toutes les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a n fonctions de ce type et elles tendent vers une constante à l'infini. Donc, leur gradient tend vers 0 à l'infini. Donc, elles ne seront pas importantes dans l'étude du comportement à l'infini. On a aussi les fonctions PI et les fonctions QI, qui sont aussi à la place un nul. Les fonctions PI, elles sont constantes sur les particules et sur sigma 0. Donc, elles vérifient bien, elles sont bien à gradient vectoriel n nul sur les particules et sur sigma 0, et elles tendent vers yi à l'infini. Les fonctions QI, elles sont à Laplacien, à dérivée normale nulle sur les particules, et elles sont nulles sur sigma 0. Et elles tendent vers y à l'infini. Donc les fonctions PI et les fonctions QI, elles tendent vers EI à l'infini. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que comme on a une fonction qui lie E et H, on va avoir des éléments du noyau qui sont liés. Donc, on a le gradient P1 qui est lié au gradient Q2 et le gradient P2 qui est lié au gradient Q1. Et si on avait Z, parce que Z, c'est une matrice de 2, diagonale, si Z égale 0 ou Z égale à l'infini, on n'aurait pas n plus 4 éléments, mais n plus 6. Donc, tous nos éléments seraient découplés. Finalement, on peut montrer que le problème, il est bien posé dans l'orthogonale du noyau, en utilisant des arguments similaires à la thèse de Bérengère-Delmonde. Et si on regarde le comportement à l'infini, donc on cherche des solutions qui tendent vers 0 à l'infini, on regarde d'abord le comportement à l'infini des solutions qui sont dans l'orthogonale du noyau. Donc on n'a pas le comportement à l'infini, on a le comportement d'une combinaison linéaire à l'infini. Et si on revient à notre solution, on a qu'a priori, elle se décompose à l'aide des fonctions qui sont dans l'orthogonale du noyau et d'un élément du noyau. Et on cherche des solutions qui tendent vers 0 à l'infini. Et le fait de chercher des solutions qui tendent vers 0 à l'infini, on va obtenir une condition de compatibilité. Et si on regarde ce que valent ces conditions de compatibilité, elles font intervenir les termes FE et FH, qui dépendent des termes de champ lointain. Et c'est comme ça qu'on détermine les conditions de bord par la suite. Donc, si on regarde rapidement, le modèle à l'ordre 1, c'est celui-ci. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette condition, c'est la même que celle sur l'objet, comme dans le Kahneman. Donc, on a quelque chose qui ne prend pas en compte les particules. Donc, on passe à l'ordre 2. Donc, il faut construire le terme de champ lointain E1. Et on a cette condition qui est pas très belle, mais
Voilà, qui fait intervenir des opérateurs différentiels à l'ordre 2, à l'ordre 3 et des coefficients. Et en bleu, on a des matrices qui font intervenir les fonctions du noyau PI et QI, et en violet, des vecteurs. Si on regarde numériquement, donc, en première étape, on construit les fonctions du noyau. Donc là, je vous ai mis à l'aide d'une méthode élément fini classique. Donc, je vous ai mis P1. Ensuite, on calcule les coefficients. Et on peut alors calculer le vecteur de réflexion et ça met à ce qu'on, parce qu'on compare avec un code du CEA et donc comparer la même chose. Pour le modèle à l'ordre 1, on a bien une erreur d'ordre 1. Pour le modèle à l'ordre 2, on a un bug. Enfin, ça ne marche pas. Donc finalement, on a construit des modèles effectifs qui permettent de reproduire la diffraction d'un objet. Dans le cas scalaire, on est passé par des problèmes régularisés. La question, ce serait de considérer des problèmes non régularisés. On a un développement asymptotique à l'ordre 2, mais on n'a pas, des erreurs en grand taux, donc on pourrait avoir mieux. Pour l'étude de l'évolution du coefficient de réflexion, on a vu que pour une répartition périodique, on obtenait bien la transition entre un coefficient de réflexion égal à 0 et un coefficient de réflexion égal à 1. En aléatoire, c'était compliqué d'obtenir cette transition, sauf à autoriser des amas. Maintenant, est-il possible d'étendre toute la théorie à la présence d'amas? Et pour Maxwell, donc on a vu que l'étude elle était plus délicate, les calculs beaucoup plus compliqués. Donc, ce qui n'est pas fait dans la thèse, c'est les estimations d'erreurs. Il faudrait s'intéresser à une répartition aléatoire. Et une des perspectives, ce serait de prendre en compte la géométrie de l'objet. Merci pour votre attention. La comprendre. Question pour la fin. Pour le processus ponctuel des particules, il n'y a pas d'hypothèse sur la décroissance de la corrélation spatiale du processus ponctuel. Shiva, c'est bien ça? T'es là? Shiva? Oui. Oui. Ouais, en fait, ma question, c'est plutôt sur genre, les distributions de particules. Faut-il juste une hypothèse de croissance spatiale, de corrélation spatiale? Pour le numérique? Non, juste en général, pour la théorie. Il faut de la décroissance à l'infini sur les Genre, côtés. Genre, par exemple, si je prends du domaine disjoint des particules, ils sont indépendants ou quoi? On a un domaine infini. Pardon? Attends. Par exemple, si je prends du domaine d'espace indépendant, le nombre de particules dans chaque domaine, c'est indépendant ou il y a une corrélation entre les deux? Shiva? Ah mince, on a coupé les deux. Shiva, tu as une réponse à ta question ou pas? En fait, j'ai rien entendu car le micro de Amélie était coupé. Ok, désolé. On a une des hypothèses dans le cas d'Iriclé pour montrer que le problème il est bien posé. Il faut supposer que dans une boîte suffisamment grande, on a au moins une particule. Et après, une des hypothèses qu'on pourrait rajouter, c'est de la décorrélation à l'infini.
D'accord, bon, mais on n'a pas d'hypothèse sur la vitesse de décorrélation. Genre, je peux Non. avoir. Non, ce seraient des hypothèses quantitatives qu'on pourrait rajouter par la suite. Ok, merci. Pareil, tu es tombé. Voilà. J'en ai deux questions. Je calcule le coefficient de réflexion dans le cas ergodique. Que tu, il dépend comment qu'est-ce que tu regardes par rapport à la distribution aléatoire? Genre, est-ce que tu regardes pour une distribution donnée ou en moyenne, tu le considères aussi comme. Là, c'est là où les coefficients là, qu'on a ici, soit on choisit une boîte très grande où on est sûr d'avoir convergence, soit on prend la moyenne. Faut avoir convergence du coefficient, quoi. C'est ce qu'on voit là, c'est que là, si on prenait une taille de boîte importante d'une taille de boîte suffisamment grande, si on prend là, on voit que on peut avoir n'importe quoi, et ici, on n'a pas l'autre. Il faut prendre une taille de boîte pour laquelle les coefficients ont convergé. Oui, donc, ok. Et ma deuxième question, c'était je regarde le comportement en fonction de la longueur d'onde Ouais. de l'onde incidente. Et tu regardes un domaine de longueur d'onde relativement restreint parce que c'est une application. Alors là, je l'ai fait pour le cas périodique. Donc, on a des petites boîtes. Et ça, c'est la longueur d'onde de l'onde. Ouais. Donc, elle pourrait être quelconque. Oui, c'est pour ça qu'on peut faire varier la longueur. On peut jouer sur la longueur d'onde aussi pour obtenir un truc plus ou moins rapide. Oui, mais je veux dire, de longueur d'onde, a priori, tu ne la connais pas. Si tu l'envoies, le radar, il l'envoie. Enfin, ça, on connaît la longueur d'onde. C'est un des seuls trucs. Parce que c'est pas le but, c'est pas de s'isoler d'un radar ennemi ou un truc comme ça. Non, c'est de voir à quel point, si on envoie une onde, à quel point les particules jouent, changent finalement la réponse. Parce qu'à la base, on est censé, comme je disais, si on n'a pas de particules, on est transparent. Donc on est à 0. Et là, on voit que plus tu vas diminuer ta longueur d'onde, plus tu vas augmenter ta fréquence, plus finalement on va voir les particules. Ouais, ici, on va pas avoir oui, si on n'a pas de particules, on va pas avoir. Attends, Tu seras 0 tout le long. Pas comme celles qui sont très espacées. Oui, ça c'est. Ah oui, parce que si tu n'as pas de particules, tu vas pas avoir l'incidence des particules sur la réflexion. Voilà. Mais si. Là, ce qu'on veut voir, c'est à quel point nos particules, elles peuvent être visibles. Et le but, c'est de les rendre visibles ou de ne pas les rendre visibles. C'est là toute la question. Si tu veux les rendre, je sais pas, si tu veux rendre ton matériau invisible ou quoi, eh bien, a priori, il faudrait le rendre invisible pour des longueurs d'onde sur une échelle. On peut jouer, voilà, sur des. Et donc, sans maîtriser cette ordre de grandeur de longueur d'onde, est-ce que il y a des résultats sur parce que là, par exemple, typiquement, si la longueur d'onde devient petite, t'as l'impression que ton truc il tend rapidement vers nous. Ouais. Mais pour des particules qui sont qui sont quand même assez proches. Oui. Ok. Je n'ai pas tout à fait compris la réponse. S'il faut qu'on voit. Est-ce qu'il faut un bon coefficient de réflexion ou un mauvais coefficient de réflexion? Il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est voir à quel point les particules changent le coefficient de réflexion. Il n'y a pas de bon et mauvais selon. Parce que ça peut être. On peut tracer cette évolution pour, par exemple, quand tu as un matériau et que quand tu le construis, tu peux avoir des imperfections. Et c'est voir à quel point. D'accord. Il n'y a pas de bon et mauvais, en fait, c'est voir à quel point ça peut changer. Les applications après, c'est un secret militaire. Voilà. Mince. Oui, c'est Adam. Donc, Mais même moi, je ne sais pas, et mes directrices, elles sont arrivées à la fin de la thèse, elles ont dit, on pensait avoir compris, et en fait, pas du tout. Voilà.
l'espacement des particules, c'est ça? Là, ouais. Et est-ce que tu as essayé en faisant la taille des particules? Parce que j'ai l'impression que tu as normalisé cette constant, mais Alors, là, j'ai fait. Enfin, après, il faut tout remettre avec epsilon. Ça, c'est epsilon. Enfin, tu multiplies tout par epsilon. Donc là, on a des résultats avec. Par exemple, si on regarde celle d'après, c'est avec des particules de taille 10-4. Et rectangle et cercle. Et celle d'avant, c'est 10. Ah, des particules nanométriques en bas là. Ce qui change, c'est à quel moment, faut vraiment comme elles sont plus petites, il faut plus les rapprocher. Enfin, la distance va être plus petite d'être là. je peux pas dire un moment comment tu te projettes, mais tu as quand même trois trucs indépendants qui sont la longueur d'onde, la distance entre les particules et la taille des particules. Ouais. Et est-ce que c'est que des effets de projection, ce que tu comptes, ou est-ce que tu vas choisir que Là, j'ai choisi. de question Là, j'ai choisi la longueur d'onde. Et je fais varier la distance. J'ai essayé de faire varier plusieurs paramètres un à un. Là, on fixe les distances, on fait varier la longueur d'onde et après on fixe. Et le troisième paramètre, c'était epsilon, on le fait varier avec la page d'avant et la page d'avant. Là, on est à 10-8 et là, on est à 10-4. C'est les trois paramètres sur lesquels on peut jouer pour justement garder l'impact de la couche. Ma question, c'est peut-être, est-ce que tu as vu si ces trois paramètres sont vraiment indépendants par rapport aux combinaisons que tu mesures, ou est-ce que quelque part, tu peux te ramener à... Ils sont indépendants. Tu peux les faire varier un à un et tu vois tu joues sur les. Mais si tu traces, parce qu'après, ce qu'on utilise, c'est le modèle effectif, si tu traces les erreurs en fonction de ces trois paramètres, tu as des erreurs identiques. Enfin, c'était en ordre 2 à chaque fois. Je sais pas si. Après, la longueur d'onde, à la base, moi, je l'avais toujours fixée à 2 GHz, donc la fréquence, donc c'est 30 cm ou 15 cm. Et après, on m'a dit on peut jouer aussi sur la fréquence. Après, c'est du numérique, on fait un peu tout varier et puis on voit. Mais les erreurs restent, il n'y a pas d'impact de la longueur d'onde en tout cas, et ni de l'angle d'incidence. Moi, je n'ai pas trop compris comment tu formalises le caractère aléatoire des particules. C'est en fait un processus ponctuel, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'est caractérisé par quoi? C'est-à-dire que tu as le nombre de particules qui est aléatoire et la loi des points générés par particule. Là, tu utilises une distribution de Poisson pour savoir le nombre de particules que tu as placées. Et après, tu utilises deux lois uniformes. Donc, un pour l'abscisse et un pour l'ordonnée. Ah, du coup, ton processus aléatoire qui génère des points de R carré. Ouais. Et qui restent selon les deux lois uniformes et il reste le rectangle. Oui, tu les tires aussi. Et après, ce que je disais, il y a deux manières de faire. C'est soit tu les tires un à un en vérifiant à chaque fois, ou alors la deuxième, c'est tu les tires tous. Tu leur donnes un nombre uniforme entre 0 et 1 à chaque centre. Et tu les tries dans l'ordre croissant et après tu les regardes dans l'ordre croissant. Ça, c'est le processus materne hardcore. Le Poisson hardcore. Je sais pas si. C'est celui normalement qui est utilisé. Le premier que j'ai dit, c'est tu forces le remplissage en fait. Mais le vrai processus, c'est celui où tu les tires tous d'un coup. Et aussi, à certains moments, ça vous a une hypothèse L2. J'ai vu ce nombre d'ordre 2 sur quelle loi, du coup? Sur la loi des points, c'est ça? Sur l'espace, oui. Ah, ok. Donc, mais du coup, tes points, ils sont pas sa loi, c'est une mesure générale, ou alors tu as une hypothèse en plus comme quoi elle sera absolument continue et ce sera densité. Tu sais pas ça, ou c'est juste une mesure. Voilà. La loi des points, la loi des points, pas la loi des particules. Il faut que ça suive un processus. Faut que les points soient stationnaires ergodiques. Mais après. Non. Mais le problème qu'on a avec la méthode que je disais où on force le remplissage numériquement, alors il faudrait que je relance des calculs numériques, c'est que on peut perdre
le fait de forcer le remplissage, donc celle où tu tires un à un et tu vérifies à chaque fois les distances, je pense que tu peux perdre l'ergodicité, c'est possible. Donc c'est à vérifier, il faudrait que je relance des calculs numériques pour vraiment être sûr qu'on ne perd pas l'ergodicité. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi on a une erreur qui est meilleure que la théorie ici. C'est peut-être parce qu'on a forcé, enfin j'ai utilisé celle où on force le remplissage. Après, Et Guillaume, le 17. Et le 31, ce sera Mathias Gestala. Et puis après, si vous voulez présenter, à chaque fois c'est à 15h. Si vous voulez présenter, n'hésitez pas, ça peut vous aider, ou si vous voulez juste animer, ça peut aider. comment on fait pour arrêter? J'ai acheté des petits trucs, si vous voulez. J'ai ramené des gâteaux aussi. Ouais, parfait. Il y a goûter si vous voulez. On fait un goûter.